Voie lactée, le chroniqueur des murmures d'éther. Et le dernier grand silence. Elara vivait dans l'arboretum suspendu, une cité faite de verre et de métal poli qui flottait au-dessus d'une mer de nuages permanente, le grand Nébuli. Dans cet univers, la musique était bannie. Non pas par décret tyrannique, mais par un consensus sombre, hérité d'une catastrophe oubliée que l'on nommait simplement le grand silence. On racontait que jadis, une mélodie trop parfaite avait déchiré le tissu même de la réalité, et depuis, le bruit était toléré, la parole encouragée, mais les notes, les rythmes, les harmonies complexes étaient considérés comme des vecteurs de chaos. Elara, une jeune femme aux cheveux couleur de cuivre et aux yeux d'ambre, était une chroniqueuse. Son travail consistait à collecter les sons, le grincement des poulies à air, le cliquetis des machines à vapeur, le bruissement des robes de soie. Elle les enregistrait méticuleusement sur des cristaux de quartz qui captaient et emprisonnaient les fréquences. Un soir, alors qu'elle classait des murmures de marché, particulièrement anodins, elle tomba sur une pièce scellée que son prédécesseur, l'énigmatique maître Alary, avait laissée derrière lui. À l'intérieur, au lieu des sons habituels, se trouvait un seul cristal. Il était d'une teinte bleu nuit, plus dense que tout ce qu'elle avait jamais vu. Intriguée, Elara plaça le cristal dans son lecteur d'éther, l'appareil de décryptage interdit. Au lieu d'un murmure ou d'un grincement, une seule note s'échappa. Elle était pure. Elle était une note de musique. La fréquence, basse et profonde comme une cloche de bronze, ne dura qu'une seconde. Pourtant, elle ne s'éteignit pas complètement. Elle laissa derrière elle une résonance subtile qui vibrait dans l'air, mais aussi dans la poitrine d'Elara. C'était le son d'un violon d'air. 3. Sous le Nébuli. Le voyage à travers le grand Nébuli fut éprouvant. C'était un monde de brume acide et d'éclairs silencieux. Finalement, elle perça la couche inférieure pour se retrouver dans un paysage post-apocalyptique de canyons asséchés et de cités de pierres pétrifiées. Sa première destination, indiquée par les coordonnées d'Alary, était le Conservatoire des Échos, une ancienne bibliothèque creusée dans la roche basaltique. Là, elle rencontra un être inattendu, un harmoniste. C'était une vieille femme, nommée Zéphyr, aux mains osseuses et agiles. Les harmonistes étaient une caste secrète qui avait survécu en gardant la mémoire des anciens instruments. Zéphyr était aveugle, mais elle voyait le son. Elle expliqua à Elara. La partition d'oricalque n'est pas faite de notes, jeune chroniqueuse. Elle est faite de fréquences sources. Chaque source est un son primal, le frottement de la terre contre l'eau, le souffle du vent dans une caverne, la réverbération de la lumière. Le violon d'air, il y a des siècles, a assemblé ces sources, mais il lui manquait le contrepoint de vie pour l'achever. Zéphyr lui révéla l'emplacement du deuxième fragment, la fréquence de la terre-mère, cachée dans le cœur du volcan silencieux. 4. La fréquence et le contrepoint. L'ascension du volcan silencieux fut un défi de survie. En arrivant au cratère, Elara vit non pas de la lave, mais un lac de sable mouvant noir, vibrant d'une chaleur sourde. Au centre, sur un îlot de cristal, se trouvait le deuxième fragment, un cristal rouge sang, pulsant lentement. Alors qu'elle s'approchait pour le prendre, elle fut interceptée par les gardiens du néant, des agents de l'arboretum envoyés par le Conseil suprême pour éradiquer tout signe de l'ancienne musique. Leur chef, le commandant Théron, était un homme froid et obsédé par le maintien du silence. La musique, chroniqueuse, est l'arme de l'anarchie, lança Théron, sa voix métallique résonnant dans le cratère. Le Nébuli nous protège de nous-mêmes. Donne-moi les fragments. S'engagea une lutte non pas de force, mais de bruit. Elara utilisa son lecteur d'éther pour amplifier les sons enregistrés, le fracas des rochers, le sifflement de la vapeur, créant une cacophonie distrayante. Dans la confusion, elle parvint à arracher le fragment rouge. Alors que Théron se rapprochait, les deux cristaux, le bleu nuit et le rouge sang, entrèrent en résonance. Le son ne fut pas destructeur, il fut complexe. C'était le thème fondamental joué avec un contrepoint de tension. Zéphyr avait dit qu'il manquait le contrepoint de vie. Elara réalisa qu'elle ne devait pas chercher d'autres fragments matériels. La partition n'était pas un objet, c'était un processus. Le contrepoint de vie devait être trouvé dans la chose la plus absente de ce monde, l'émotion spontanée. L'achèvement.
Elara retourna à l'arboretum, poursuivie par Théron. Elle se dirigea vers la place centrale, le dôme de cristal, où toute la cité était rassemblée pour la commémoration annuelle du Grand Silence. Le dôme était un lieu conçu pour l'acoustique parfaite, mais uniquement pour la parole et le silence. Face à la foule et à Théron, qui brandissait une arme capable de pulvériser les fréquences, Elara sortit les 2 cristaux. Elle les plaça sur un ancien réceptacle en oricalque qu'elle avait récupéré des notes d'Alari. Les fragments commencèrent à jouer. La mélodie du violon d'air remplit le dôme. Les gens eurent des expressions de terreur et de fascination. C'était la première fois qu'ils entendaient de la musique. Théron hurla, « Arrêtez cette abomination !» et ouvrit le feu. Mais Elara ne se concentra pas sur l'attaque. Elle se concentra sur la mélodie qui se construisait. Elle savait que le contrepoint de vie n'était pas un son, mais un acte de création. Elle ferma les yeux, au lieu d'enregistrer les sons autour d'elle, elle fit l'inverse, elle donna un son. Elle se rappela la résonance qu'elle avait sentie dans sa poitrine la première fois, et la peur, l'espoir, l'émerveillement qu'elle avait éprouvé. Elle se mit à chanter. Sa voix, tremblante au début, mais vite assurée, se mêla aux notes du violon d'air. Elle ne chantait pas une chanson, elle chantait une harmonie. Elle chantait le son de la curiosité et le courage d'affronter l'inconnu. Ce fut le contrepoint de vie. La mélodie de la partition d'oricalque devint complète. Le son n'était plus une vague de destruction, c'était une onde de transformation. 6. La transmutation. La lumière se déversa du dôme, mais elle ne détruisit rien. Elle irradia l'arboretum, descendant à travers les couches du nébuli. Quand le son se calma, la foule n'était plus terrifiée. Elle était éblouie. Elara se retourna vers la fenêtre du dôme. Le grand nébuli n'était plus une mer de nuages gris et menaçants. Il s'était transformé en un véritable océan. L'eau était bleue et scintillante, et à l'horizon, des terres vertes et luxuriantes, jusqu'alors cachées, étaient apparues. La partition d'oricalque n'avait pas détruit le monde, elle l'avait révélé. Théron baissa son arme, les larmes coulant sur son visage. Le son de la mélodie avait brisé son conditionnement, et pour la première fois, il comprenait la beauté de ce qu'il avait cherché à étouffer. Elara, devenue la gardienne de l'harmonie, savait que le monde avait changé pour toujours. La peur du silence était remplacée par le désir de la note juste. Les chroniqueurs pouvaient enfin devenir des musiciens. Le monde était enfin prêt à chanter.